Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, bienvenue au mois d'avril. Mardi 1er avril 2025, bienvenue au second trimestre 2025, car je vous propose d'oublier ce premier trimestre 2025, correctif pour les actifs risqués en bourse, que vous connaissez parmi les actifs majeurs. Faites simplement alors, depuis hier, nous avons une nouvelle clôture mensuelle, nouvelle clôture trimestrielle, il y a plein de nouvelles informations techniques, nous allons en parler. Dans cette semaine en plus où on attaque le Q2, enfin T2 pardon en français, Q pour quarter et T pour trimestre. C'est genre le mec est bilingue. Bon, on attaque le Q2 de l'espoir, ou du désespoir, par du lourd. Par la journée de la libération. Mais j'y viens. Alors oui, donc, j'en étais où dans mon intro? Oui, nouvelle clôture mensuelle, nouvelle clôture trimestrielle, un premier trimestre à oublier, un premier trimestre avec un piège de répétition de cycle, mais pas totalement. Un piège de répétition du cycle précédent, celui lié au halving 2020. Souvenez-vous, un cycle se termine à la fin de l'année qui suit le halving. Nous, notre cycle, le halving a eu lieu en avril 2024. Le cycle se terminera donc à la fin de l'année 2025. Heureusement, il reste devant nous 3 trimestres pour faire quelque chose. Allons-nous faire quelque chose au second trimestre? Alors, on oublie le cycle passé, mais le cycle d'avant, celui lié au halving 2016. Bon, lui, il n'avait rien foutu non plus au Q1, au T1. Rien. On doit être à moins 12, nous, au T1. Je parle de Bitcoin, je ne parle pas des alts, pour éviter de mettre un 8 ou un 9 sur le premier chiffre. Donc on doit être à moins 12. À peu de choses près, on conserve une bonne corrélation avec le cycle de 2016. La bonne nouvelle, c'est que si on la conserve, cette corrélation, on va jusqu'à la fin d'année et on peut espérer un Q2 et un Q3 pas dégueu. Alors, le cycle de 2016, lui, c'est au Q2 qu'il a mis sa bonne patate. Sur avril-mai, d'ailleurs. Sur avril-mai. Alors, le sell in May and go away, vous prenez le cycle lié au halving de 2016, ben, prenez avril-mai 2017, c'était archi bullish. Bon, alors, parler de ça, de répétition de cycle, et puis de liquidité, et puis de la guerre commerciale, et puis de la géopolitique, et puis de la réserve fédérale des États-Unis, et puis de l'emploi aux États-Unis, et puis des perspectives de taux d'intérêt, et puis de l'inflation, et là je suis, regardez bien, regardez, hop, je suis déjà noyé sous l'eau. Et oui, les fondamentaux ne manquent pas. Liberation Day in America. Mercredi 2 avril, jour J, de début des tarifs douaniers réciproques, où tous les détails seront connus. Déjà, beaucoup le sont déjà. Bon. Tous les pays, parfaitement réciproques ou un peu plus, des blocs commerciaux. Certains secteurs sont-ils visés ou pas, comme le secteur auto, mais certains pays ont déjà négocié des accords commerciaux, je pense au Royaume-Uni. Puis là, ça négocie dans tous les sens. On est dans les dernières heures de négociation pour éviter le choc frontal. Boum, le choc frontal de la guerre commerciale, sans retenue, hors de contrôle. Ça, le marché n'aime pas. Autant vous dire que ce 2 avril est aussi vendredi 4 avril. Parce que vendredi 4 avril, c'est le rapport NFP-US, l'emploi US. Vous savez que le marché, malgré la résilience de l'inflation US, anticipe maintenant 3 baisses de taux de la Fed. Et ces 3 baisses de taux, c'est plutôt en lien avec un risque macroéconomique, une augmentation de la probabilité d'une récession. Bon, on verra. En tout cas, le Q1 a terminé, le T1 a terminé bas, en bas de la correction, dans la peur, dans le doute, dans l'incertitude. On attaque le T2 avec d'entrée de jeu les informations fondamentales qui comptent. Donc oui, cette semaine sera importante. Et puis, bon, cette fameuse liquidité dont je vous parle dans mes vidéos depuis 3 semaines, mais en fait, vous voyez ça sur toutes les chaînes anglo-saxonnes qui parlent de Bitcoin et de liquidité.
avec ce débat passionnant de savoir... Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un paquet de liquidités à déverser. On n'avait aucune chance, c'était mort, on était déjà en bear market, si on n'avait pas eu de rebond de la liquidité depuis le début de l'année. Heureusement, on a un super pump avec une liquidité qui a fait un nouveau record historique. Combien de temps faut-il pour qu'elle se déverse sur les actifs risqués? Première question, des études de corrélation sont faites, 75 jours, 80, 90, 110 jours, ça va jusqu'à 110 jours. Bon, et en fait, c'est entre soit début avril, soit début mai. Hein, donc ça nous met dans cette incertitude. Mais quand bien même on choperait la bonne corrélation, on peut avoir une liquidité disponible, mais pour qu'elle se déverse, il faut une raison fondamentale. C'est comme, imaginez la métaphore suivante, un athlète archi préparé qui est sur la piste d'athlétisme. Eh bien, pour prendre le départ, il faut qu'il y ait un coup de feu qui soit tiré. Il peut être archi préparé, s'il n'y a pas de coup de feu, il ne part pas. Bon, nous, c'est pareil. Il y a de la liquidité, pour qu'elle se déverse, il faut un start fondamental. Alors, nous verrons bien cette semaine. Donc, on va parler de tout ça. Je vais aussi vous parler de l'or, qui a fait un nouveau record historique. L'or qui capitalise 20 000 milliards de dollars. Bon, Bitcoin, l'or numérique, on en est loin. Et puis un gros point technique comme d'habitude où je vais reprendre plus ou moins tous mes outils. C'est parti. Et c'est parti les amis, vous remarquerez que j'ai viré la bibliothèque là-bas pour ranger un peu le bordel. Donc les cartons sont mieux empilés, c'est un peu plus propre. Alors on commence par du pays le plus dangereux du monde à l'adoption du Bitcoin. C'est une super vidéo, un super reportage que les équipes de Cryptost Media ont réalisé directement au Salvador. Avec que c'est un pays qui a adopté le Bitcoin, donc qui est revenu un peu en arrière sous pression du FMI. C'est un super reportage, on y a consacré du temps, des moyens, et vous le retrouverez en vidéo star, là, mis en ligne, en page d'accueil sur la chaîne Le Cryptost. Cryptost, le média crypto. Mercredi 2 avril, les amis, mercredi. Pourquoi je dis 2A? Je ne sais pas, mercredi 2 avril. Le jour de la libération, Liberation Day in America, c'est demain, tout le monde attend ça. Moi je m'informe beaucoup avec la presse anglo-saxonne, Bloomberg notamment, j'aime regarder un peu leurs titres et je trouve que ça représente bien ce que tout le monde peut ressentir. Donc vous voyez, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, nous ne sommes pas seuls. Frustration and fatigue. Fatigue. Bon, voilà, c'est dans l'état d'esprit dans lequel sont les traders de Wall Street, notamment ceux qui sont sur le S&P 500. D'ailleurs, le S&P 500 nous fait son pire trimestre depuis l'année 2022, donc c'est pas que Bitcoin. Hein. Ce premier trimestre raté, ce piège de répétition de cycle, alors qui est selon moi qui n'est pas la fin du cycle, hein, mais qui est en fait un piège de répétition simplement du cycle précédent. On a oublié qu'il y en avait encore deux avant, et pour le coup, on n'est pas en piège vis-à-vis d'eux, mais bon. Bon, le S&P 500, il a droppé, Bitcoin a droppé. C'est parfaitement corrélé, je vais vous montrer ça. Donc ces fameux tarifs douaniers réciproques de Monsieur Donald Trump, c'est ce que tout le monde attend. Alors il y a déjà beaucoup d'informations qui sont tombées, mais en fait ce que le marché attend de savoir mercredi, c'est plusieurs choses. Est-ce que tous les pays seront visés? Est-ce que tous les blocs commerciaux seront visés? Est-ce qu'il s'agira vraiment de tarifs parfaitement réciproques, ce qui serait un moindre mal? S'il s'agit de tarifs douaniers parfaitement réciproques, c'est bon, c'est terminé, c'est déjà intégré dans les cours. Par contre, si certains pays sont visés au-dessus des tarifs réciproques, vous avez compris le principe des tarifs réciproques, réciprocité des tarifs douaniers, égalité, réciprocité. Bon. Est-ce que certains secteurs, comme l'auto, seront visés au-dessus des tarifs réciproques? Car effectivement, le secteur automobile, lui, est visé par des droits de douane de 25%, donc c'est au-dessus des tarifs réciproques. Sauf si, entre-temps, les pays partenaires, dont vous avez ici, trouvent des accords commerciaux, parce que c'est ça, là au moment où j'enregistre la vidéo, au moment où vous regardez cette vidéo, ça parle, ça discute, ça négocie, ça cherche un deal. Donc, toutes ces informations vont arriver à partir de mercredi, tarif réciproque, toutes les caractéristiques, deal, pas deal. Bon, idéalement, ce dont le marché a besoin, c'est un accord commercial États-Unis, Union européenne, États-Unis, Chine. Si comme un accord commercial, par exemple, a été trouvé entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Ça, c'est super. Ça, c'est bon, on repart. Donc voilà, c'est le temps fort fondamental de la semaine. Le trimestre commence directement par ça. Et le plus important, en réalité, c'est que les États-Unis arrivent à trouver un deal avec les partenaires commerciaux avec lesquels ils ont un important déficit commercial, parce que pour Dodo, eh bien, le Donald, eh bien, tout ça, c'est de l'argent qui est volé aux États-Unis. Et donc, il veut récupérer son argent.
puis en fait, lui, il aimerait bien que ce soit tous les partenaires commerciaux en déficit commercial vis-à-vis des États-Unis. Il veut ramener la production au status. Aux States, in New York City, man. J'ai envie de retourner à New York, moi, j'y suis allé plusieurs fois. Et c'est toujours impressionnant, New York City. Donc oui, le SP500, il nous a fait un -10. Bon, d'accord, Bitcoin a fait un -30 depuis son record historique, mais tout ça reste parfaitement corrélé. La clôture mensuelle n'est pas exceptionnelle sur le SP500, il ne faut pas se mentir, elle n'est pas exceptionnelle. Une partie d'une petite div, le RSI est sorti par le haut de la zone de 20, ça croise sur le MACD, c'est des signaux qui ressemblent au bear market de 2022, mais on a déjà eu des signaux équivalents dans le passé où on n'avait pas forcément un bear market, on pouvait avoir un range. Mais il faut admettre que pour se sortir de cette difficulté technique, il va falloir qu'on ait un bon mois d'avril. Parce qu'un mauvais mois d'avril viendrait confirmer ces croisements qui ne sont pas exceptionnels. En tout cas, l'horizon de temps mensuel. Alors, l'hebdomadaire permet de conserver ici de l'espoir, notamment tant qu'on se maintient au-dessus de ce support ici, tant qu'on se maintient au-dessus des 5350, 5400 points sur le SP500 en données hebdomadaires. Et en daily, donc idéalement, il faudrait qu'on tienne la zone basse ici. Pour l'instant, ça semble réagir. Ça, c'est la bougie de lundi. Mais de toute façon, franchement, il va falloir patienter jusqu'aux informations du mercredi 2. Donc, je pense que la plupart d'entre vous qui allez regarder la vidéo mardi 1er, vous allez être dans l'attente. Et puis, si vous regardez la vidéo plus tard dans la semaine, vous aurez déjà la réponse. Moi, ce que je peux vous rappeler, sur ce graphique, vous avez oublié la courbe bleue, j'en parle pas, c'est la liquidité nette aux États-Unis. C'est très différent de l'offre mondiale M2, j'y viens plus tard. Mais regardez, concentrez-vous sur la courbe jaune et la courbe verte. En jaune, c'est Bitcoin, en vert, c'est le S&P 500. Bon, la corrélation de tendance est visible, même si parfois ça se décorrèle, mais clairement, c'est corrélé. Et si vous prenez le bas du cycle, notre cycle actuel qui a commencé à l'automne 2022, c'est très, même s'il y a des moments où ça se décorrèle un peu, c'est quand même très corrélé au S&P 500. Donc, cette semaine, Bitcoin n'échappera pas, si vous voulez, à la réaction du S&P 500 vis-à-vis des tarifs douaniers. Les fondamentaux qui arrivent cette semaine, parce qu'il y a bien sûr les tarifs réciproques, et puis il y a cette première semaine d'avril et cette première semaine du second trimestre, que nous espérons meilleur que le premier trimestre. Eh bien, vous avez cette semaine toutes les statistiques américaines de l'emploi. L'emploi, c'est le baromètre, donc ça va jusqu'au vendredi 4, et notamment le rapport NFP du vendredi 4. Le taux de chômage, les statistiques américaines de l'emploi sont le baromètre ultime de la récession, car une entreprise, lorsqu'elle vient à soit ne plus embaucher, soit carrément licencier, c'est qu'elle est dans la panade globale macro. Et le marché attend donc mercredi les tarifs douaniers réciproques de Dodo, Popo, Jérôme Powell, Dodo, Donald Trump, et vendredi les statistiques américaines de l'emploi, en particulier le taux de chômage, alors qui est remonté pour le taux de chômage officiel à 4,1% de la population active, sachant que la Fed a un seuil d'alerte à 4,4%. Vous avez aussi regardé le taux de chômage, qui n'en est pas moins officiel, d'ailleurs, je ne sais pas qualifier le produit d'officiel, mais qui est le taux de chômage U6, qui est un taux de chômage plus global, qui intègre le travail précaire, partiel, ou ceux qui ont carrément arrêté de chercher du boulot. Il a pumpé à 8%. Ça, c'est tendu du slip. Ça, c'est chaud. Et ça montre que certaines entreprises, face à l'incertitude des tarifs douaniers, peut-être n'embauchent plus ou commencent à se séparer d'employés. Donc, vous voyez, c'est ce débat. Est-ce que cette guerre commerciale, si elle ne trouve pas une fin, peut déclencher une récession? Ce sont les temps forts fondamentaux de la semaine. Et d'ailleurs, la Fed, maintenant le marché se projette sur 3 baisses de taux de la Fed d'ici la fin d'année. C'est pas pour l'inflation. L'inflation, les inflations, même si elle a repris, c'est très lent. Donc si le marché anticipe maintenant 3 baisses de taux, là c'est plutôt parce que la probabilité d'une récession a augmenté. Et ça, ce n'est pas bon. La seule façon de refaire diminuer la probabilité d'une récession et d'apaiser les anticipations d'inflation, ce sont alors soit des tarifs réciproques parfaitement lisses et égalitaires, soit également des accords commerciaux. Et donc ça, ce sont des informations, nous serons fixées tout au long de la semaine. Alors, bon, la fameuse corrélation. Alors, la fameuse corrélation entre Bitcoin et la liquidité mondiale, alors l'offre monétaire mondiale, ça vous voyez ça partout. Je vais à nouveau
pour refaire un topo sur ce sujet, parce qu'il y a déjà une chose qui n'est pas en débat. Alors, je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises comment était calculée l'offre monétaire mondiale M2. C'est l'addition des masses monétaires M2 des principales économies mondiales. Et comme tout est exprimé en dollars, le taux de change du dollar a un rôle. Quand le dollar baisse, ça crée une augmentation du M2 global. Il y a une corrélation qui est très nette entre le M2 global et le Bitcoin et le S&P 500. Alors là, vous allez me dire, pourquoi c'est dans le futur? C'est parce que je l'ai décalé. Et vous êtes ici sur TradingView. Si vous voulez le même que moi, vous allez chercher dans la liste des indicateurs celui qui s'appelle le Finfluential Global M2 Money Supply. Et ici, vous pouvez choisir le décalage temporel. Non, parce qu'à la base, il n'y a pas de décalage temporel. Voilà. À la base, il n'y a pas d'histoire de futur. Voilà. C'est comme nous, voilà comment évolue la liquidité mondiale. Et ce que nous savons, c'est donc que la liquidité mondiale est en rebond depuis le début de l'année. Mais ce que nous savons aussi, c'est qu'au bout d'un certain temps, cette liquidité disponible, alors heureusement qu'il y a la liquidité disponible. On était mort, le cycle était fini, s'il n'y avait pas de liquidité disponible. On a du cul, on a de la chance, la liquidité est en pump et elle a fait un nouveau record. Donc il y a un débat en fait, maintenant qui est de savoir déjà, alors il faut une raison fondamentale pour qu'elle ait envie de se déverser sur les actifs risqués. Il faut les fondamentaux, je viens d'en parler. Et puis ensuite, il y a le temps. Et le temps, il y a un débat. Alors, les corrélations mettent en avant plusieurs décalages possibles. Vous avez déjà la corrélation de 75 jours, qui serait la corrélation la plus efficace sur notre cycle actuel. Vous voyez ici, point bas du bear market, point bas de la liquidité. Ici, c'était le point haut de mars, point haut de la liquidité. Point bas de août, point bas de la liquidité. Point haut de décembre, point haut de la liquidité. Et donc là, on serait dans la zone de bottom. Et ça nous annonce une seconde partie d'avril, enfin à partir du vendredi 4 avril, un pump. Ça, c'est le décalage de 75 jours. Mais sur plus longue période, il semble que le décalage de 110 jours soit celui le plus efficace. Et dans ces cas-là, si c'est un décalage de 110 jours, on n'est pas encore dans la zone de point bas et il manque un dernier drop avant de se reprendre plus tôt en mai-juin. Donc ça, je dirais que c'est à la fois une lueur d'espoir parce que la liquidité est disponible et qu'elle peut venir se déverser. Reste à savoir déjà l'aspect temporel et puis la raison. Pourquoi elle viendrait se déverser? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on en a. Il y a de la liquidité à se déverser. Moi, je trouve que le décalage, je n'ai pas envie de vous vendre du rêve parce que je suis comme vous dans l'attente, mais le 75 jours me bluffe complètement. Point bas du bear market, point bas liquidité. Surtout, ici, c'est dingue. Regardez, le point haut de mars, c'était à 2 jours près le point haut de la liquidité. Le point bas ici, du 6 septembre, à 2 jours près, c'était ce point bas. Le point haut de mi-décembre, c'était le point haut de la liquidité. Attention, n'oubliez pas ici, j'ai appliqué le décalage de 75 jours. Bon, voilà, ça c'est un peu ce qui peut donner un minimum d'espoir, mais pour que cette liquidité ait envie de se déverser, il faut qu'elle n'aille pas ailleurs. Et alors pour l'instant, où est-ce qu'elle va? Écoutez, on va chercher un bull run, chercher le gold. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le gold, on est complètement, d'ailleurs, vous avez ici la performance des actifs au Q1, le Q1 pourri pour nous les cryptos. Regardez quel est l'actif leader au premier trimestre, XAUUSD. XAUUSD, c'est le gold. Voilà, il a mis la branle à tout le monde. Nous, Bitcoin et Ethereum, c'est vraiment tout en bas. Parce que les indices européens ont bourré, le marché obligataire a pumpé, donc on est vraiment tout en bas. Avec le Nasdaq, d'ailleurs. Le Nasdaq, voilà. Mais finalement, quel est l'actif qui a attiré les capitaux face à l'incertitude de la guerre commerciale et géopolitique? C'est le gold. Mais le gold, il est au bout du bout. Il est dans sa vague 5, il est dans sa vague 5 de long terme. Toutes les cibles théoriques, éventuellement je passe en log, je peux en trouver une toute dernière à 3002 en cible théorique de vague 5, mais on y reste au bout du bout. Les indicateurs de momentum, même s'il n'y a pas de divergence, sont vraiment dans les zones de top de long terme. Regardez, vraiment dans les zones de top de long terme. Vous regardez où sont allés les capitaux. Regardez depuis plusieurs semaines, tous les capitaux sont allés en grande partie sur les ETF Gold. Donc vraiment, c'est le Gold qui a attiré les capitaux. Et tant que le Gold sera soutenu comme ça, il n'y aura pas de rebond du BTC parce qu'il y a eu cet arbitrage. Mais on sait qu'il y a un arbitrage entre les deux. Et pour ça, vous avez donc le ratio Bitcoin Gold.
globalement, depuis le début du cycle, Bitcoin a fait mieux que le gold, mais vous voyez que là, depuis quelques semaines, non, et il revient sur ce support, ça c'est une zone importante. Bon, au final, il y avait de la div et tout, qui est très bien, mais ça c'est une zone importante à tenir, et on y arrive ce début d'avril avec tous les fondamentaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est important, et c'est vrai que, bon, en fait, c'est lui qui a bénéficié en grande partie de la baisse du dollar. Concrètement, c'est la corrélation, c'est la baisse du dollar qui a joué à plein régime. Beaucoup se demandent, mais pourquoi, alors que le dollar, depuis le début de l'année, baisse face à un panier de devises, baisse face à toutes les monnaies, pourquoi Bitcoin n'en a pas bénéficié? La raison numéro un, c'est qu'il faut toujours du temps. Ça, c'est le fameux décalage temporel, j'en ai parlé avec la liquidité, mais c'est parce que cette baisse du dollar a surtout profité aux métaux précieux en lien avec l'incertitude générale, qui est à la fois commerciale, donc économique, et géopolitique. La bonne nouvelle, c'est que là, on arrive au bout du bout de son bull run. Lui, c'était un bull run propre, hein, la cassure de l'ex-ATH début 2024. Ça ressemble à Bitcoin sur les cycles précédents. C'est-à-dire des bull runs qui sont propres, qui ne nous emmerdent pas, avec des corrections, des latéralisations qui durent des mois. Ça ressemble, hein, vraiment, ça ressemble à Bitcoin sur le cycle de 2016. Alors vous allez voir que nous, on a encore une corrélation avec 2016 qui tient la route. Qui tient la route. Alors, Bitcoin, alors nouvelle clôture technique mensuelle. Celle-là, elle est majeure. Alors déjà, un aspect temporel. Pour toper les hauts de cycle, j'utilise l'histogramme de MACD sur l'horizon de temps mensuel. Et donc sur les deux cycles précédents, il y avait donc une durée. Hein. J'ai tapé le haut de cycle pour voir en termes de durée. J'ai pris le point bas de l'histogramme de MACD et je suis allé choper le haut de cycle. Ça me donnait 32 barres. Donc ces 32 barres, ça nous envoie en août 2025, donc ça nous envoie toujours en fin d'année. Maintenant, alors le moins bien, et le bon, et encore l'espoir. Tous les cycles précédents mensuels sont terminés par des divs actives. Div active, c'est lorsqu'on vient péter le creux qui sépare les deux sommets. Vous voyez ? Là, on a la div, mais on n'a pas cassé le creux qui sépare les deux sommets. On peut encore avoir un range de continuation. Il n'y a plus le choix en fait. Avril, on ne peut pas avoir un mois d'avril dégueulasse. Attention, même si là on drop début avril, c'est pas le mois complet. Le mois ça se termine le 30. L'enjeu de ce mois d'avril, c'est de ne pas casser ça. Casser ça, c'est activer la div, c'est croiser sur le MACD mensuel. C'est la fin du cycle. Un mauvais mois d'avril, c'est la fin du cycle. Donc, ce mois d'avril, qui est long, hein, parce que là, il vient de commencer, avec cet espoir que la liquidité vienne se déverser, peut nous sauver. Peut faire en sorte que le cycle de 4 ans aille au bout du bout. D'ailleurs, on remonte ce graphique, compare, nous sommes en noir, nous, c'est de la comparaison calendaire ici, de la répétition calendaire, pas liée au nombre de jours après le halving, mais bien de la répétition calendaire. En bleu, le cycle de 2016, en jaune 2020, le cycle du Covid, et il s'avère qu'en termes de corrélation, depuis le début du cycle, nous sommes plus proches de 2016. Notez que 2016, sur mai-juin, enfin sur avril-mai, est bien reparti. Et puis surtout, les deux cycles terminent en fin d'année. Ça nous emmène bien en octobre-novembre 2025. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a de l'espoir sur avril, mais il peut y en avoir aussi sur mai. La question, voilà, c'est... Et moi, je pense vraiment qu'on n'a pas le choix et qu'il faut qu'avril, en tout cas sur l'horizon de temps mensuel, il faut qu'avril soit correct. On arrive à se recorréler à 2016, comme globalement, on y était. Il y avait pas, le coefficient de corrélation linéaire n'est pas égal à 1, mais je crois qu'il est de 0,75 ou 0,80, à peu près depuis le début du cycle. Alors, bon, ça, c'est toujours le graphique de l'espoir, hein, c'est-à-dire que épaule tête épaule, tant qu'on tient cette trendline, en fait, c'est ça, hein, c'est toujours le même niveau. C'est cette trendline ici, c'est la moyenne mobile à 50 semaines. Le petit signal du buy sur le hash ribbon qu'on retrouve sur beaucoup de cryptos d'ailleurs. La petite étiquette bleue qui fait partie un peu des choses de l'espoir. Si on devait vraiment tester cette trendline, si on devait vraiment tester la trendline, là, ça ferait un dernier drop. Elle est là, ça fait 76. Si on doit avoir le droit à une dernière erreur, c'est ça. Et ensuite, il faut repartir. C'est la zone à pas casser, tout le monde a capté de toute façon. La zone
ne sais pas quelle sera la volatilité cette semaine, même en séance. Hein, vous connaissez les cryptos, en séance, ça peut toujours être assez incroyable ce qui se passe. Bitcoin est coutumier hein, de séances où il fait des mèches, il arrive à clôturer plus haut. Ça, ce serait worst case scénario. En tout cas, ça reste une zone de support qu'il faut impérativement tenir. Bon, en très bref, les autres, sachant que de toute façon, personne n'échappera à ce que fera le S&P 500, ce que fera le BTC, le BNB qui tient toujours très bien. Pour moi, ça fait partie des signaux vraiment, j'ai envie d'y croire. Le BNB, qui est toujours en mode starting block sous son ATH, propre, hein, on sent le truc est prêt, il a jamais cassé de support. En hebdo, il a toujours tenu sa trendline, il y a des choses intéressantes. EMA 200 a croisé SMA 200 en weekly, il y a le H-Ribbon qui a donné le start. Bon. Tant que le jeton de BNB tient, on peut y croire. Je crois, Binance, c'est encore, même si c'est plus 50% de la liquidité mondiale sur les exchanges, ça reste quelque chose de majeur. Solana, on peut toujours y croire aussi, tant qu'on tient cette zone de support, tant qu'on tient la zone des 100-120. Le marché, il s'y accroche, mais il ne faut pas la casser. ETH, même ETH a son petit rond bleu sur le H-Ribbon, qui indique un peu comment les mineurs se sentent face au marché. Donc on a eu d'abord une phase de capitulation, puis le buy revient. C'est vrai que c'était à chaque fois des zones de bottom. Bon, ça peut prendre du temps. Hein. Prenez le Bitcoin. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a l'étiquette bleue, eh bien, même s'il peut y avoir encore de la vol, ça finit par partir. Donc ça fait partie des espoirs un peu. Et pour ETH, ce qui se donnerait vraiment le signal de reprise, c'est de reprendre les 2130 $, de redépasser cette résistance. Et Kaspa d'ailleurs a aussi sa petite étiquette bleue, revient sur cette zone-là. Ça peut paraître haut, mais je passe en échelle arithmétique. Vous voyez en fait sur quoi on est revenu. C'est une zone, là c'est en log avant, donc c'est la zone à tenir au-dessus de laquelle on peut y croire. Bien sûr que ça dépendra en grande partie du BTC et de cette fameuse journée de la libération du mercredi 2 avril. Merci à toutes et à tous, salut!